Je remercie également ma direction de m'avoir libérée aujourd'hui pour faire cette conférence. Je remercie aussi tous mes collègues de la clinique pour leur ouverture d'esprit. Je remercie le GROS d'exister, tout simplement. Et puis mes amis de Covision qui se reconnaîtront. Merci pour leur relecture après le visionnage de cette conférence avant. Donc je vais vous parler de l'alimentation intuitive, une nouvelle stratégie de prise en charge de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire. Voici le plan que je vous propose de suivre. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Nous verrons ensemble ce qu'est un comportement alimentaire normal. Nous définirons ce qu'est un régime. Je vous présenterai l'alimentation intuitive ou l'approche bio-psychosensorielle. Nous verrons ensemble comment il est possible de l'appliquer en institution. Je vous parlerai du GROS. Nous conclurons et je vous livrerai ma bibliographie. Alors mon parcours. Moi je suis diététicienne depuis 1999. Je me suis installée en libéral de suite et au bout de plusieurs années, face à l'échec de cette prise en charge classique, diététique classique sur le long terme, je me suis formée à l'approche du GROS en 2007. Puis en 2011, j'ai passé le DU de TCA de Sainte-Anne à Paris. En 2012, je me suis formée à la mindfulness avec le docteur Yasmine Liénard, qui est psychiatre. En 2014, je me suis formée à la thérapie ACT et en 2015, j'ai intégré l'équipe de la clinique du château de Villebouzin, donc dans le 91, c'est de la psychiatrie adulte. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel est le principal problème du diététicien ? Eh bien, c'est quand le patient n'arrive plus à suivre les conseils, même si le patient est volontaire, et même si le diététicien est hyper compétent. Pourquoi ? Eh bien, nous allons définir ensemble ce qu'est un comportement alimentaire. Mais juste avant, je suis en train de repenser la consigne qu'Aline m'a donnée avant. Si jamais vous avez des questions, on va toutes les noter et j'y répondrai après le diaporama. Alors, qu'est-ce qu'un comportement alimentaire normal ? Il faut savoir que le comportement alimentaire est contrôlé par 3 régulations homéostatiques. Pour info, l'homéostasie, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un phénomène par lequel une constante est maintenue à l'équilibre grâce à un processus de régulation, par exemple la température interne. Donc nous, il y a 3 homéostasies qui nous intéressent. C'est la régulation énergétique, qui est au service de la régulation du poids, la régulation nutritionnelle, qui est au service de notre état nutritionnel, et la régulation émotionnelle, qui est au service de notre équilibre émotionnel. Ainsi, le comportement alimentaire est motivé. Donc, dans la régulation énergétique, nous allons percevoir la sensation de faim. Nous serons motivés à manger et motivés à nous arrêter par la perception du rassasiement. Dans la régulation nutritionnelle, nous allons percevoir un ou des appétits spécifiques. Nous serons motivés à manger un aliment spécifique et nous nous arrêterons quand nous percevrons le rassasiement sensoriel spécifique. Dans la régulation émotionnelle, on va percevoir un inconfort émotionnel ou une recherche de plaisir. Nous serons motivés à manger un aliment réconfortant, qu'on peut appeler aliment doudou. Et nous serons motivés à nous arrêter lorsque nous percevrons le réconfort. Alors, la régulation naturelle du poids et des émotions se passe de la façon suivante. Nous, à notre conscience, arrive l'envie de manger. Cette envie de manger, elle est stimulée par une augmentation de la dopamine, qui est un neurotransmetteur dans l'hypothalamus, qui elle-même est motivée, déclenchée par une sensation de faim, qui est un besoin d'énergie, ou par une émotion, ou des émotions. Donc j'ai envie de manger, je mange. Si je mange avec plaisir, je vais devoir réunir 3 conditions. Si je mange avec plaisir, c'est-à-dire si je respecte des appétits spécifiques, mes envies, avec attention, c'est-à-dire en dégustant, et en sécurité, c'est-à-dire sans avoir peur de grossir, je vais pouvoir faire diminuer ma dopamine. Et si j'avais faim au départ, je vais pouvoir percevoir le rassasiement, qui est la disparition de la douleur de faim et de l'envie de manger. Et si c'est une émotion qui m'a donné envie de manger,
je vais percevoir le réconfort, c'est-à-dire la disparition ou la diminution de l'inconfort émotionnel et de l'envie de manger. Et il faut savoir que la faim et les émotions sont deux homéostasies qui sont à l'équilibre. C'est-à-dire que si, par exemple, cet après-midi, vous mangez du chocolat parce qu'il y avait une émotion à calmer, eh bien, on aura moins faim au repas suivant. La régulation naturelle du poids se fait de la manière suivante. Admettons que la dépense énergétique journalière moyenne soit de 1800 calories et que l'on soit à son set point, c'est-à-dire à son poids d'équilibre. Eh bien, il faut savoir que la faim, sans aucun contrôle, sera égale à la dépense de la journée. Donc j'aurai faim sans le savoir et sans rien compter pour 1800 calories. Et ce qui explique que le poids est stable. Le poids est parfaitement stable, enfin à quelques kilos près. Ça peut monter un petit peu, 2-3 kilos, redescendre, mais ça reviendra toujours à la valeur de consigne qui est le set point. En revanche, si l'on est en surpoids, s'il y a un excès de réserve de graisse dans le corps, eh bien le cerveau le sait par une augmentation de la leptine qui est produite par le tissu adipeux. En retour, ça va diminuer la sensation de faim. Et donc dans notre exemple, pour 1800 calories, peut-être aurons-nous faim aux alentours, c'est un exemple, de 1400 calories. Donc si j'écoute ma faim, il va me manquer 400 calories que le corps va être très content d'aller chercher dans l'excès de tissu adipeux. Et c'est ça qui va permettre la perte de poids. Et on peut dire, excusez-nous pour la présentation, il y a eu un petit problème là, on ne voit pas trop, mais on peut perdre au mieux, dans le meilleur des cas, 3 kilos par mois. Ça ne sera pas ça à chaque fois, mais on va dire qu'au mieux c'est possible. À l'inverse, si on est en sous-poids, si on est sous son poids d'équilibre, sous son set point, eh bien, il y a moins de leptine, la faim est augmentée, pour notre exemple aux alentours de 2500 calories, de manière à ce que l'organisme puisse mettre en réserve l'énergie en plus et peut-être nous permettra de prendre 1 kilo par mois. Le jour où on atteint son set point, tout redevient à l'équilibre, c'est-à-dire que la faim est égale aux dépenses journalières. Alors, si on résume, un mangeur régulé mange parce qu'il ressent un inconfort, c'est-à-dire soit de la faim, soit une émotion ou des émotions. Ce qui lui fait envie, c'est au service de ses besoins nutritionnels ou émotionnels, jusqu'au rassasiement, sans culpabilité ni peur de grossir. Ce qui lui permet d'être à son poids d'équilibre, set point, ou d'aller vers son poids d'équilibre. Et de gérer ses émotions en mangeant sans impacter son poids. Sauf que nous allons définir ensemble ce qu'est un régime. Alors, un régime, c'est dès lors que l'on contrôle son alimentation pour perdre du poids ou pour ne pas en prendre. Donc, par exemple, Weight Watchers, Dukan, Comme J'aime, il y en a plein d'autres, vous les connaissez comme moi. Mais aussi tout simplement quand on cherche à réduire les aliments gras et ou sucrés, ou quand on décide de manger plus de légumes et moins de féculents. Ça, c'est déjà être au régime. Et donc, c'est aussi notre plan, notre programme, notre rééquilibrage alimentaire du diététicien nutritionniste ou du médecin nutritionniste. Et ça, eh bien, en fait, que ce soit Dukan ou notre rééquilibrage alimentaire, ça s'appelle de la restriction cognitive. C'est le fait de contrôler, on va le définir après. Voilà, définition de la restriction cognitive. C'est l'intention de contrôler son alimentation dans le but de ne pas grossir ou de maigrir. Donc quand je cherche à manger équilibré au service du poids, je suis dans le contrôle. Et c'est non sans aucun effet. Le problème, justement, c'est que ce contrôle mental prend le pas sur les sensations alimentaires qui ne sont alors plus respectées, voire plus ressenties. Le mangeur mange en fonction de règles externes, acquises parfois depuis le plus jeune âge. Finis ton assiette. Je vous ai mis quelques exemples. Ne pars pas à l'école le ventre vide. Mange un fruit. Pas de féculents le soir, ça fait grossir. Et puis plus tard, non, toujours quand on est enfant, pas de dessert si tu n'as pas terminé ta viande. Et quand on est plus grand, on peut se dire, je n'ai plus faim, mais je termine mon assiette pour ne pas gâcher.
ou j'ai pris du ventre, fichu pour fichu, je finis le paquet de biscuits. Ces injonctions empêchent de respecter la faim, les appétits spécifiques et le rassasiement. Et ça favorise la prise de poids. Alors, quand il n'est plus possible de réguler ni son poids ni ses émotions, comment ça se passe? Alors, souvenez-vous, au départ, on a soit faim, soit des émotions. Enfin, c'est ce qui nous pousse à manger. Il n'y a pas d'autres explications. Nous mangeons soit parce que nous avons faim, soit parce que nous avons des émotions. Excusez-moi. Donc, on a, pareil, la dopamine qui arrive, qui donne envie de manger. Et, bon, petit souci de présentation, si je lutte contre mes envies de manger, si je me dis non, c'est pas bien de manger du chocolat maintenant, il vaut mieux manger une pomme ou des tomates cerises. Si je culpabilise en mangeant le chocolat que j'ai éventuellement décidé de manger, et si j'ai peur de grossir, autrement dit, si je suis en restriction cognitive, que va-t-il se passer? Eh bien, la dopamine va augmenter, ce qui va augmenter l'envie de manger. Donc, si jamais j'avais faim, je n'obtiendrai pas le rassasiement, je ne vais pas sentir la disparition de la douleur de faim. Ça, je peux éventuellement le ressentir, mais c'est surtout l'envie de manger qui ne va pas disparaître. Si c'était une émotion, je n'obtiendrai pas de réconfort, pas de disparition, pas de diminution de l'inconfort émotionnel, ça va même empirer. Je vais avoir envie de manger encore plus. Donc, du coup, je risque de prendre du poids, ce qui va augmenter mes émotions, donc la dopamine et les envies de manger. Vous voyez clairement là que nous sommes dans un cercle vicieux qu'on peut appeler le trouble du réconfort. D'où l'importance de traiter la restriction cognitive. Mais comment? Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. En restaurant une alimentation intuitive. Alors, l'alimentation intuitive ou approche biopsychosensorielle, je vous présente le plan. Je vais d'abord vous présenter l'importance de l'alliance thérapeutique et de l'analyse fonctionnelle. Et ensuite, je vais vous présenter l'approche triaxiale de cette prise en charge, donc avec le traitement de la restriction cognitive, la gestion des émotions et l'acceptation de soi. Alors, l'alliance thérapeutique. C'est la clé de voûte de tout travail thérapeutique. Il s'agit d'établir un rapport collaboratif et de confiance entre patients et soignants, au service d'un objectif et de moyens choisis ensemble, en recherchant une posture empathique, c'est-à-dire en étant à l'écoute, compréhensif et en apportant une aide. Il faut savoir que cette alliance n'est jamais définitivement acquise et qu'elle s'acquiert avec un enseignement puis de l'entraînement. L'analyse fonctionnelle. Alors, c'est une technique qui permet de comprendre le problème dans son ensemble et d'agir sur les causes du problème. Si vous voulez voir un petit peu plus loin, je vous renvoie à l'analyse fonctionnelle de Fontaine et Iliev qui correspond le mieux à la prise en charge du surpoids et des troubles du comportement alimentaire. Alors, plutôt qu'un long discours, parce qu'en plus, j'ai pas le temps, ça sera plus simple de vous donner un exemple. Donc, prenons Madame Durand, qui consulte à la suite d'une prise de 20 kg. Elle souhaiterait faire un régime, mais elle n'y arrive pas seule, elle a besoin de votre aide. L'entretien met en évidence des compulsions le soir, en cachette de son mari, avec des M&M's. Le plan A classique, lui conseiller de manger équilibré au dîner, de prendre un bain, de faire un petit encas, toute autre idée qui pourrait venir. Plan B, rechercher les causes de ces compulsions et agir dessus. Alors, Madame Durand, qui est un cas fictif. Alors, son mari a émis le souhait qu'elle perde une dizaine de kilos. Elle a peur de ne plus lui plaire. Elle contrôle son alimentation dans la journée, se sent frustrée, lutte contre ses envies et finit par craquer le soir. Elle culpabilise, n'écoute pas ses sensations alimentaires le lendemain et prend un petit déjeuner sans avoir faim. Le cercle vicieux est bouclé, elle prend du poids. Pourquoi? Parce qu'elle n'écoute plus ses sensations alimentaires et n'est plus capable de se réconforter en mangeant. Alors, les objectifs déterminés avec la patiente au décours de l'analyse fonctionnelle, qui peut prendre 1, 2, 3 séances.
Restaurer la capacité de Madame Durand à manger selon ses sensations alimentaires, dans le but d'apaiser sa relation à l'alimentation, et éventuellement perdre du poids. Mais ce n'est pas le premier objectif, hein. On va le reprendre après, vous allez voir, c'est très important, hein, et on ne peut perdre du poids que si l'on est au-dessus de son set point. Et deuxième objectif, travailler l'affirmation et l'estime de soi. Alors, quid de l'alimentation intuitive ou approche biopsychosensorielle? L'objectif principal est d'amener le patient à manger selon ses sensations alimentaires pour atteindre ou maintenir son set point. Il y a une contre-indication, c'est la psychose. Est-il toujours possible d'obtenir une perte de poids? Eh bien non, seulement si le patient est au-dessus de son set point. Comment savoir si l'on est au-dessus de son set point? Eh bien, c'est lorsque l'on mange de manière intuitive, c'est-à-dire à sa faim, selon ses envies, jusqu'au rassasiement, et que le poids ne bouge plus. Et j'aime bien cette petite phrase de Léonard de Vinci, hein, donc déjà au XVIe siècle, je me rapproche pour mieux voir. « Veux-tu rester en bonne santé? Suis ce régime, ne mange point sans en avoir l'envie. » Donc, il avait déjà tout compris. Alors, le premier axe de cette prise en charge, traiter la restriction cognitive. Alors, en quoi consiste ce travail? Par un travail sur les sensations alimentaires. Alors, il y a des expériences d'exposition à la sensation de faim, des expériences sur le rassasiement et des expériences de dégustation. L'objectif, au travers de différents exercices, c'est de faire expérimenter au patient, de lui faire observer et reprendre contact avec ses propres sensations alimentaires pour retourner vers un comportement alimentaire régulé. Cependant, avant de prescrire ces expériences, il faut déjà les avoir faites soi-même. C'est indispensable, je suis moi-même passée par là en 2007 quand j'ai fait la formation, car cela va nous aider à faire le point sur notre propre comportement alimentaire et savoir ce que l'on va faire vivre à nos patients. Un exemple, l'expérience de la faim. Alors le principe est le suivant, on supprime son petit déjeuner pendant 4 jours consécutifs et on prévoit une collation dense en énergie, limitée en quantité, à manger quand la faim apparaîtra. Pourquoi recherche-t-on la faim? Eh bien parce qu'elle est un effecteur de notre homéostasie énergétique et parce qu'elle détermine d'autres sensations alimentaires comme les appétits spécifiques et le rassasiement. Les objectifs de cette expérience, donc découvrir à quoi ressemblent les différents signaux de faim, apprendre à ne pas les confondre avec d'autres signaux comme la soif, la fatigue, la douleur, une émotion. Souvent, nos patients réagissent à toute forme d'inconfort par une prise alimentaire. S'exposer à la peur et à l'intolérance à la faim, et travailler les croyances alimentaires, comme par exemple, il ne faut pas sauter de repas, le petit déjeuner est le repas le plus important, grignoter fait grossir, bref, il y en a plein d'autres. Le travail sur la restriction cognitive, c'est aussi un travail de restructuration cognitive. Sur les croyances alimentaires, sur les peurs induites par le contrôle mental, comme donc, les peurs induites par le contrôle, par les régimes, c'est la peur d'avoir faim, la peur de manquer, de grossir, la frustration, la culpabilité, le trouble du réconfort. Donc ça fait quand même beaucoup d'émotions, et comme l'on sait qu'il est normal de manger pour calmer ses émotions, du coup ça donne beaucoup de raisons de manger, alors que justement on cherche à éviter de manger. Alors, je vais vous donner différents exemples de travail de restructuration cognitive. Donc, avec les patients, je leur développe, pareil, je leur tourne mon écran, on regarde l'ordinateur et on réfléchit ensemble, on compare 2 menus. Donc, le premier menu est composé de carottes râpées avec de la vinaigrette, du poulet rôti sans la peau, des épinards à la crème allégée, un yaourt nature sans sucre, une pomme et du pain. Le second menu est composé d'un frayon au fromage, de pâte à la carbonara et d'une mousse au chocolat. Alors, je vous invite vous-même à répondre à la question, à réfléchir. À votre avis, y a-t-il un menu plus calorique
Et si oui, lequel? Vous pouvez répondre en direct, hein, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Bon, personne n'ose se lancer. Donc, je vous apporte la réponse. Il n'y a pas de quantité. Ah, s'il y a une réponse. Les deux sont au même taux calorique. Eh bien, en fait, je suis vilaine, il y a un piège, il n'y a pas de quantité. Il est donc impossible de calculer le nombre de calories. Mais c'est fait exprès, merci à la personne qui s'est lancée. Et en effet, Julie, tout est une question de quantité. Voilà, c'est une question de quantité, mais pour les patients, en fait, c'est évident que comme c'est un aliment gras, c'est forcément plus calorique. Voici les mêmes menus avec des quantités. Là, pour le coup, je vous promets, il n'y a pas de piège. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais on a des quantités de restauration collective classique. Là, sont des quantités normales. Pour le menu de gauche, nous avons 900 g d'aliments. Pour le menu de droite, on a 400 g d'aliments. Déjà, on n'a pas le même poids, pas le même volume, ça c'est certain. Et en calories, eh bien c'est égal, hein, c'est équivalent. Les deux menus apportent 700 calories. Retest. Et à calories égales, y a-t-il un meilleur repas pour maigrir? Je vous laisse répondre si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Donc, y a-t-il un meilleur repas pour maigrir? Non. Le 1, non. On respecte ses envies, ok. Merci pour vos réponses. En effet, la bonne réponse est qu'il n'y a pas de meilleur repas pour maigrir. L'important étant de manger quand vous avez faim, ce qui vous fait envie, jusqu'au rassasiement. Autre exercice sur le volume gastrique et les calories. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. À votre avis, quel aliment rassasie le plus? Eh bien, à calories égales, ils rassasient tous pour le même laps de temps. Et justement, voilà, Julie, les patients ont du mal à saisir ce rassasiement. En effet, on va les faire travailler grâce à des expériences sur la perception de ce rassasiement. Autre exemple de travail de restructuration cognitive, apprendre à laisser, à jeter, faire le deuil de la nourriture. Donc l'idée, quand ils n'ont plus faim, c'est de les aider à jeter, à laisser la nourriture. On peut bien sûr remettre au réfrigérateur, mais quand ce n'est pas possible, où est-ce que je jette? Est-ce que je jette à la poubelle ou est-ce que je jette en moi? Si je jette en moi, en quelque sorte, ça veut dire que je suis une poubelle? Voilà, ça c'est quelque chose qui fait bien réagir les patients. On l'amène bien, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas choqués, mais voilà, où est-ce que je jette? Est-ce que je jette en moi? Alors, quelques ressources internet. Vous avez une vidéo de 2 minutes 30, c'est une animation en fait sur la sensation de faim, fait par Avi Itam. Presque tout est exact, mais pour les petites choses qui ne sont pas complètement exactes, on peut reprendre avec le patient, donc c'est pas un problème. Vous avez la même animation sur le rassasiement. Donc 2 minutes 30, ça on peut le voir en consultation, ou parfois à la clinique, moi je consulte en chambre, donc je peux le visionner avec mon smartphone, parce que j'ai pas mon ordinateur. Vous avez aussi l'émission de France 2 Infrarouge, qui date de plusieurs années maintenant, qui est disponible sur YouTube, Régime, une vérité qui dérange, c'était en 2 parties, donc à voir et à montrer aux patients, c'est vraiment très très intéressant, très parlant. Vous avez aussi une vidéo récente sur France 5, Facebook Live du magazine de la santé, sur YouTube, le docteur Zermati qui a parlé des envies de manger émotionnelles. Donc ça dure 15 minutes, on peut le voir en consultation ou le montrer aux patients, c'est vraiment très parlant, très clair. Donc voilà pour les ressources, pour quelques ressources Internet. Donc ça c'était l'axe 1, traiter la restriction cognitive. L'axe 2, la gestion des émotions. Alors là, il s'agit d'un vaste sujet, partie réservée en priorité aux psychologues, aux psychothérapeutes, mais on peut se former en tant que diététicien ou non psychologue, il y a des infirmiers qui regardent, enfin des sages-femmes, tout à fait possible de se former
pour travailler quelque chose en particulier, c'est les envies de manger émotionnelles. Comment travaille-t-on les envies de manger émotionnelles? Eh bien, par un travail sur le cercle vicieux du trouble du réconfort. Comment? Eh bien, en repérant les luttes contre les sensations alimentaires, en acceptant de manière inconditionnelle les envies de manger et en apprenant à déguster. Et là, on va pouvoir tourner dans un cercle vertueux où on voit les envies de manger diminuer, les quantités diminuer. Voilà, le chocolat ne résout pas tous les problèmes, mais les pommes ne le font pas aussi bien. En fait, je ne l'ai pas précisé dans mon diaporama, mais ce sont les aliments les plus denses en énergie qui permettent d'obtenir le réconfort. Les pommes, les tomates cerises, les haricots verts, moi j'adore ça. Mais quand j'ai une émotion, c'est pas du tout elle que j'ai envie de manger parce que c'est comme ça. Ce sont les aliments uniquement denses en énergie qui permettent d'obtenir ce réconfort. Donc c'est dommage de lutter parce que voilà, on va tomber dans le trouble du réconfort. Et l'axe 3, l'acceptation de soi. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Donc, comment travaille-t-on l'acceptation de soi? On va définir, ça vient du latin acceptare, qui veut dire accueillir, consentir. S'accepter, c'est accueillir ce qui est déjà là, l'observer avec curiosité, bienveillance et détachement. Ça permet d'agir en fonction de ses valeurs et de vivre sa vie de son mieux. Ça permet par exemple d'écouter ses sensations alimentaires, de s'affirmer et du coup, ça donnera la possibilité de perdre du poids, si tant est qu'on soit au-dessus de son set point. Maintenant, s'accepter, ça n'est pas forcément s'aimer ou se plaire, ni être résigné, passif ou impuissant, parce que sinon, ça génère de la tristesse, de l'abattement, de la peur de grossir ou de ne pas maigrir, et ça nous fait agir comment? En luttant contre les envies de manger émotionnelles. Quand on contrôle, quand on est dans la lutte, c'est quand on est au régime, quand on cherche à équilibrer son alimentation pour perdre du poids, c'est tout ce qui va se mettre en place. Donc avec, dans un premier temps, probablement une perte de poids. Il n'y a pas de débat sur le fait que les régimes, est-ce qu'ils font maigrir ou pas? Oui, les régimes font maigrir, mais là on parle du long terme et de tout ce que ça peut générer derrière, donc avec un risque de prise ou de reprise de poids, avec un effet yo-yo, un effet rebond plus important. Et la perte de poids doit rester un objectif de second plan du coup, parce que si l'objectif c'est forcément de perdre du poids, ça va générer de la peur de ne pas maigrir, la peur de ne pas y arriver, enfin plein de peurs. Donc souvenez-vous de la diapo après l'analyse fonctionnelle, c'est ça les objectifs. Et à partir du moment où je régule mon alimentation, là je vais pouvoir ensuite peut-être perdre du poids. La honte. Comment travaille-t-on l'acceptation de la honte? Quand mon gros corps me fait honte. Le risque, c'est la perte d'estime de soi, l'inhibition ou la révolte, la dépression. Et du coup, des envies de manger émotionnelles, des compulsions, le trouble du réconfort et la prise de poids. Si j'accepte la présence de la honte en moi grâce à la thérapie ACT, ça veut dire Acceptance and Commitment Therapy ou thérapie de l'acceptation et de l'engagement, et grâce à la pratique de la méditation de pleine conscience, ce sont des choses auxquelles on peut se former si on n'est pas psychothérapeute, eh bien on peut travailler cette acceptation de la honte, et ce qui va permettre un rétablissement naturel de l'humeur. On peut vivre sa vie malgré tout en fonction de ses valeurs. Voilà, ça c'est possible. Et il y a un principe de réalité qui est important d'avoir à l'esprit et d'expliquer aux patients. C'est que tout le monde ne pourra pas maigrir ou être à un IMC correct. Parfois, ça n'est plus possible. Pourquoi? Eh bien, on le voit avec cette diapo du docteur Zermati, c'est qu'on peut grossir, on va dire en gros, de deux manières. À gauche, donc, vous avez les adipocytes qui sont en petit nombre, et quand on prend du poids, on peut, soit en haut à droite, vous voyez peut-être voilà, mon pointeur ici, on peut avoir une hypertrophie des adipocytes, et là, la prise de poids
est réversible. C'est-à-dire que si je ne fais qu'augmenter le volume de mes adipocytes, je vais pouvoir maigrir et donc retourner à mon set point. En revanche, si je grossis avec une hyperplasie, c'est-à-dire si j'augmente le nombre de mes adipocytes, là, cette prise de poids est irréversible. Et il y a une grande part génétique, on ne sait pas trop l'expliquer pour le moment, mais il y a certaines personnes qui prennent du poids et qui pourront tout reperdre, dans le cas du haut, et d'autres qui ne pourront soit rien reperdre, soit pas tout. Et ça, comment on fait pour le savoir? C'est en restaurant une alimentation régulée. On va voir si la personne perd du poids ou pas. Et parfois, du coup, il est indispensable de faire un travail d'acceptation de ce poids qui peut être à un IMC plus élevé que ce qu'on voudrait. Une ressource internet intéressante, c'est un extrait du film Angel de Luc Besson avec Jamel Debbouze. Ça dure 4 minutes 50, je vous laisserai regarder, c'est très intéressant. Alors, l'application en institution. Je vois que le temps passe, il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc moi, je travaille à la clinique du château de Villebouzin, donc à Longpont-sur-Orge dans le 91, où on accueille les patients pour les troubles de l'humeur, les conduites addictives, les troubles de la personnalité, les troubles psychotiques, avec très souvent des comorbidités, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie principale et une dépendance à l'alcool. Donc après avoir formé en interne les équipes soignantes, les infirmiers, les psychologues, les psychiatres, l'art thérapeute, c'est tous les collègues de la clinique, musicothérapeutes, éducateurs sportifs et j'en oublie encore, les équipes de cuisine et les équipes hôtelières. Là, à ce moment-là, après avoir formé tout le monde, maintenant on a la possibilité de proposer aux patients de pratiquer des expériences sur la faim et le rassasiement. Donc on leur permet de sauter des repas, de demander des portions plus ou moins copieuses. Ils peuvent demander des portions très copieuses même s'ils sont à un IMC très élevé. Ils peuvent en laisser, ils peuvent jeter et ils peuvent avoir de la nourriture non périssable dans leur chambre. Donc plein de choses, des choses riches, pas riches, peu importe. Et on leur permet de s'exposer aux aliments tabous. Donc avec un accompagnement, bien sûr, c'est progressif, en ayant de la nourriture dans la chambre, et en pratiquant des dégustations thérapeutiques, ce que je fais soit en individuel en chambre, et que je fais aussi en groupe. J'anime un atelier, un cycle de 3 ateliers de diététique comportementale. C'est un groupe aussi de parole et qui est fermé. Ces groupes sont fermés. Le premier thème de ce cycle porte sur les croyances alimentaires ou les homéostasies énergétiques, nutritionnelles et émotionnelles. Le deuxième thème, ce sont les compulsions alimentaires ou le trouble du réconfort. Et le troisième, c'est une dégustation thérapeutique de chocolat. Pour le premier, je leur fais passer ce questionnaire. Il y a des phrases, des affirmations. Je leur demande d'entourer vrai ou faux et ensuite on débat ensemble de ce qu'ils pensent et ils doivent m'apporter des arguments pourquoi ils pensent que pour maigrir, il ne faut pas sauter de repas et je leur apporte donc les explications. On a aussi un projet de programme ETP Alcool avec un atelier avec un psychiatre, un atelier avec un psychologue et pour ma part, j'animerai 4 ateliers sur l'alimentation intuitive où on a remarqué que cette alimentation intuitive était au service du maintien de l'abstinence à l'alcool. Je voulais vous parler du GROS. Donc le GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, c'est une association qui regroupe des professionnels de toutes écoles prenant en charge des personnes en difficulté avec leur poids et leur comportement alimentaire. L'association a vocation d'être un lieu de réflexion, d'échange et de formation. Et cette association a été fondée en 1998 à l'initiative des docteurs Apfeldorfer, Zermati et Westfeld, qui sont psychiatres et médecins nutritionnistes. Il propose une formation pluridisciplinaire à l'approche biopsychosensorielle de l'obésité, du surpoids et des troubles du comportement alimentaire associés. Cette formation se fait en 1 an, de janvier à décembre. Les candidatures, c'est en juin. Pour les diététiciens, les médecins nutritionnistes, les psychiatres, les psychologues, les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, tout clinicien qui est au contact de personnes en difficulté avec son poids. Et je vous mets le lien pour le programme de la formation. Et nous arrivons à la conclusion. L'approche biopsychosensorielle permet une meilleure écoute des sensations alimentaires,
une meilleure gestion des envies de manger émotionnelles, une meilleure acceptation et estime de soi, pour un retour vers le poids d'équilibre. Voilà, c'est à vous. Je vais lire vos questions et en même temps, je vous laisse la bibliographie que j'ai préparée pour vous. Voilà. Alors, le set point est-il le poids de forme? Pouvez-vous nous donner une définition? Bon, ça, j'y ai répondu, hein, le poids de forme, le poids d'équilibre, le set point, c'est la même chose. Est-ce que le set point varie au cours de la vie? Normalement, non, mais il peut varier avec les prises de poids. Si le patient ne perçoit pas la faim, ben justement, on va l'exposer à cette sensation en le faisant attendre, hein, tout simplement, dans un cadre précis avec des protocoles. Donc, il y a plein d'exercices là-dessus. Un menu hyperlipidique n'entraîne-t-il pas un effet satiétogène moins long? En fait, c'est vraiment le nombre de calories qui est satiétogène. Donc, s'il est hyperlipidique et hypercalorique, oui, ça sera plus long, mais c'est le nombre de calories. Est-il possible de faire ce travail avec des troubles de l'alimentation avec pulsion alimentaire? Oui, c'est justement tout indiqué. Et les aliments énergétiques égale réconfort par sécrétion hormonale? Oui. Comment faire évoluer? Non. Comment faire évoluer l'objectif premier du patient? Perte de poids pour l'amener à devenir secondaire. Et oui, ça c'est un travail qui n'est pas simple, qui demande de l'entraînement. Et donc c'est justement avec les leviers, c'est l'analyse fonctionnelle. Et puis grâce à une technique comme le désespoir créatif qu'on trouve dans la thérapie ACT. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette thérapie qui est très utile. Dans le cas d'un suivi de chirurgie bariatrique où les signaux de faim sont perturbés, que peut-on proposer aux patients? Alors ça dépend si c'est avant ou si c'est après, disons que c'est après, puisque les signaux de faim sont perturbés, dirons-nous, après l'opération. Donc il y a un temps où on va pas pouvoir travailler tout de suite sur la sensation de faim, mais au bout de quelques mois, si, ça va être tout à fait possible, et on va pouvoir les accompagner dans la même démarche. Hein. Après, il y a peut-être un fractionnement qui est obligatoire ou du moins vivement conseillé, mais après c'est la même chose. Si le patient a tout le temps faim, peut-on faire le même travail sur le rassasiement? Donc il faut être clair avec ça justement. Si le patient vous dit « moi j'ai tout le temps faim », c'est que c'est pas clair pour lui, c'est que la sensation de faim c'est pas clair pour lui. Donc du coup il y a un travail avant à faire sur la sensation de faim. Quels sont les résultats de l'alimentation intuitive en institution? Y a-t-il une perte de poids même si le patient a des aliments énergétiques en chambre? Alors, il y a une étude qui est en cours pour avoir justement des résultats chiffrés. Y a-t-il une perte de poids même si le patient a des aliments énergétiques en chambre? Oui, bien sûr, tout à fait. Hein, et parfois, il perd même mieux. Enfin, c'est pas parfois, hein, c'est souvent à partir du moment où il lâche prise sur le contrôle alimentaire, qu'il va pouvoir perdre du poids, et donc il est tout à fait possible de perdre du poids en ne mangeant que du chocolat. Hein, ça c'est tout à fait possible. Dès lors que l'on a le bon nombre de calories. Souvenez-vous, si je suis en surpoids et que je dépense 1800 calories dans ma journée et que du coup ma leptine fait que je n'ai faim que pour 1400 calories, si je mange pour 1400 calories de chocolat ou pour 1400 calories d'un repas équilibré, la perte de poids sera la même. Les envies vont bien sûr venir, je ne pourrai pas manger, on ne peut pas avoir envie de manger tout le temps du chocolat, tout comme on ne peut pas avoir tout le temps envie de manger des viandes blanches, des légumes, des repas équilibrés. Les deux, c'est sur le même plan. Donc ce qu'on cherche à faire expérimenter pour le patient, c'est ça, c'est le fait de manger des aliments riches et de pouvoir perdre du poids, du coup d'avoir moins peur, jusqu'à plus peur, d'être en totale sécurité, et du coup de pouvoir manger en fonction de ses vrais besoins. Si votre patient prend également des traitements qui le font grossir. Hein. Beaucoup d'antidépresseurs font prendre du poids et perturbent ses sensations de faim et de rassasiement. Alors pour travailler justement en psychiatrie, je connais bien ces traitements, en fait ils donnent envie de manger. Mais ce qu'on peut arriver à faire avec les patients, c'est à distinguer la vraie faim d'une faim en lien avec les traitements. Alors, pour ceux qui ont des traitements vraiment lourds, il s'agit parfois, malgré tout, de mettre du contrôle. Et si de toute façon on a un patient psychotique qui a un lourd traitement, de toute façon, la psychose est une contre-indication à l'alimentation intuitive. Hein, on va plutôt l'aider à garder un certain contrôle, mais
avec l'expérience de l'alimentation intuitive, on n'induira pas de fausses croyances par contre. Ça, c'est important. Cela peut être utile pour des personnes souffrant de TCA, anorexie comprise. Oui, bien sûr que une patiente, un patient qui arrive avec un IMC de peu importe 13 ou 15 et qui contrôle sa faim, on ne va pas lui demander d'attendre d'avoir faim pour manger. Mais on va travailler d'abord sur les croyances, la peur de grossir. On lui expliquera un petit peu justement comment le poids se régule et ensuite on pourra travailler sur les signaux de faim. Si on ne compte pas les calories, qu'en est-il de l'index glycémique d'un repas qui est censé agir sur la réponse insulinique? En fait, c'est très faible hein, comme réponse et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet particulier et le fait de contrôler l'index glycémique au service de la perte de poids va générer toutes les émotions derrière. Hein, donc voilà, il faut se méfier de... C'est un régime, hein, le régime de l'index glycémique, c'est un régime. La diminution de la glycémie ne va pas donner plus faim que cela. La glycémie revient à la normale après. Comment travailler l'alimentation intuitive en libéral? Quel rythme de consultation? Donc je travaille aussi en libéral, donc je vais pouvoir vous répondre. Donc les consultations, c'est à peu près tous les 15 jours. Voilà, et ça se travaille très bien, plus facilement en libéral, je dirais, hein, parce qu'il peut y avoir des résistances en institution de la part des collègues. Moi, je renouvelle mes remerciements pour mes collègues hein, qui ont un esprit très ouvert et qui permettent justement à nos patients de prendre en charge les patients voilà, de cette manière-là. Mais c'est plus facile en libéral, probablement. L'alimentation intuitive entraîne-t-elle des carences vitaminiques ou en minéraux? Non, puisque l'homéostasie nutritionnelle, justement, est là au service de notre équilibre nutritionnel. Donc, quand on écoute ses envies, hein, si j'écoute mes envies de pizza 4 fromages ou de fraises, ça correspond à des besoins nutritionnels. Donc, si je m'écoute, je vais balayer quasiment tous les besoins nutritionnels. Alors... L'alimentation intuitive, ok, mais sans autres troubles bio-associés, comme par exemple le diabète, voilà, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Alors pour le diabète, c'est génial parce qu'on peut tout à fait adapter. Si par exemple on veut proposer l'expérience de la faim à un patient qui a des médicaments, en accord avec le diabétologue ou avec le médecin généraliste prescripteur, on peut soit supprimer la prise du traitement, soit la décaler. Et pour l'insuline, c'est encore plus facile, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de faire manger un pain au chocolat à un diabétique à 10 heures. Sachez qu'en fait, et vous le savez, ils font pire chez eux que dans le cadre des expériences. Donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Après, c'est sûr que quelqu'un qui a une insuffisance rénale ou un régime sans sel strict, il va y avoir bien sûr des choses à adapter, mais dans ce cas, ça n'est pas au service du poids de toute manière. Hein. Le contrôle que l'on met, il faut savoir pourquoi on le met. Et si c'est au service de la santé, d'un problème médical, ça aura moins d'impact, ça en aura quand même, mais ça en aura moins que si c'est clairement au service du poids. Alimentation intuitive adaptée en post-op d'une chire bariatrique, moment où les patients n'ont plus aucune envie. Donc non, hein, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'attendre un petit peu. Si le patient grignote sans arrêt, il ne stockera pas? Eh bien en fait non, ça dépend du nombre de calories. Si vous avez besoin, je reprends mon exemple, de 1400 calories dans la journée, et il y a des expériences qui ont été menées là-dessus, on a pris des cobayes, on les a fait manger 10 fois ou une fois 1400 calories, et en fait ça n'a aucun impact sur le poids, parce que ce qui compte c'est le nombre de calories qu'il va y avoir dans la journée. Donc on ne stocke pas plus. Après, il faut savoir ce que c'est que grignoter. Grignoter, on peut le redéfinir et se dire que c'est manger quand on n'a pas faim. Donc si je mange toute la journée en n'ayant pas faim, c'est sûr que je vais manger plus de calories que ce que mon corps ne me donne. Mais la régulation du poids se fait sur plusieurs jours. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais manger en n'ayant jamais faim, et puis demain, peut-être que ça va se réguler. Mais ce qui va m'empêcher de réguler, c'est de lutter contre ça, de me dire qu'il ne faut pas faire ça, que ce n'est pas bien, et que le lendemain, je vais devoir reprendre un petit déjeuner parce qu'il ne faut pas le sauter, puis manger équilibré le midi. Enfin, vous voyez,
Si aujourd'hui ou pendant une semaine, je me donne l'occasion de manger sans faim du tout, parce que j'ai beaucoup d'émotions à calmer, les choses vont se réguler derrière. Mais ça, c'est déjà quand on a fait un certain travail pour se sentir en sécurité, pour pouvoir le faire sans problème. Si le patient grignote sans arrêt, il ne stockera pas. Elle répond que c'est contraire à ses cours. Moi, je ne comprends pas la question. Dans mon cours, j'ai dit l'inverse. D'accord, ok. Bon. Avez-vous des outils, des supports pour travailler l'alimentation intuitive en libéral? Donc oui, en fait, tout est dans la formation du gros. Voilà. Quelle directive pour la dégustation? Alors, il y a 2 types de dégustation. La dégustation guidée, en pleine conscience, type grain de raisin pour ceux qui connaissent la mindfulness, la pratique de la pleine conscience. Donc là, nous, le thérapeute, le soignant ne mange pas avec le patient et il guide et le patient ne dit rien en fait. Tout est dans l'expérimentation et dans sa tête. Et il y a la dégustation accompagnée où là, on va travailler sur des aliments avec une charge émotionnelle, des aliments un peu tabous et là, on va accompagner le patient et déguster avec lui. Le grain de raisin, en fait, a pour avantage, en général, de n'avoir aucune charge émotionnelle. Voilà. Alors que le chocolat, les noix de cajou, oui. Et ce sont eux qui amènent l'aliment au cabinet ou à la clinique. Je leur demande d'acheter en permission leur aliment ou de se faire ramener l'aliment. Et on le dégustera en chambre. Pour les patients qui ont un besoin de cadre en libéral, certains disent vraiment avoir besoin de règles à suivre. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils connaissent. C'est leur zone de confort. Alors, si ça réussit pour eux, et que, du coup, de toute façon, si ça réussit pour eux, ils ne viendront pas nous voir, si ce cadre-là fonctionne. En revanche, s'il vient vous voir, ce patient, c'est que le cadre fonctionne tant qu'il le fait, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et donc, il a repris du poids et il revient vous voir. Ou il consulte une autre diététicienne. Donc là, intervient la technique du désespoir créatif où on l'amène en fait à prendre conscience que les actions qu'il mène, comme le contrôle, sur le court terme ça fonctionne très bien, mais sur le long terme ça ne fonctionne pas et en général ça ne fonctionne jamais, pour lui en tout cas. Et donc on va l'amener justement à s'ouvrir à autre chose, c'est-à-dire qu'il est tellement désespéré qu'il est prêt à sortir de sa zone de confort et à essayer autre chose. Mais parfois, ça demande du temps avec le patient et parfois, c'est pas toujours possible. Donc parfois, le patient repart avec le contrôle qu'il avait envie d'avoir. Et parfois, ça ne bougera jamais. Et ça demande du temps, de l'écoute. Alors merci, cela donne une meilleure approche et cela me plaît plus que ce l'on nous a toujours appris au cours de nos études. Bah oui, c'est vrai, moi aussi, merci pour cette remarque. C'est vrai, ça change énormément et ça n'a rien à voir. Je lis les autres questions. Alors, pensez-vous que l'alimentation intuitive est adaptée en post-opératoire, notamment lors de la première année après une chirurgie bariatrique, donc au bout de 6 mois, oui, et même un petit peu avant, après ça dépend du patient, et surtout ce qu'on peut leur amener avant de pouvoir passer clairement à un travail sur les sensations alimentaires, c'est de ne pas renforcer toutes les croyances alimentaires. Par exemple, voilà, j'ai pas appris le petit déjeuner, c'est dramatique, non. Et là, on pourra justement amener tout notre apport. La formation a lieu seulement au gros à Paris, donc tous les ans, une fois à Paris, oui. Parfois ailleurs, sur demande, mais c'est surtout à Paris. Oui. 40 stagiaires par an. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Après, je peux les lire sur l'écran aussi. Je vois beaucoup de merci. Merci à vous. Le groupe s'investit-il pour inclure le travail sur l'alimentation intuitive en formation initiale des diététiciens? Ils essayent, mais c'est pas si simple que ça.
voilà, les esprits, parfois, ne sont pas toujours très ouverts et c'est pas si simple que ça. On a vu toutes les questions? Hein, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour vos commentaires. Ouais, c'est vrai que ça fait un déplacement à chaque fois pour venir sur Paris, mais moi je suis formatrice en fait dans la formation du RO et pour voir tous les stagiaires venir de France, voire même d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui viennent du Canada, des Antilles, du Maroc. Franchement, ils ne le regrettent pas. Hein, c'est vrai que c'est un coût financier, c'est du temps, beaucoup, mais on ne regrette pas, vraiment pas. Il y a une très bonne ambiance aussi dans la formation. Alors, peut-on expliquer la mindfulness? Oui, très brièvement. Donc ça vient de la religion du bouddhisme. Et John Kabat-Zinn, donc un psychothérapeute, psychiatre, je crois, américain, a extrait la pratique de la pleine conscience, donc c'est complètement dénué de tout sens religieux, et a créé des programmes pour la gestion du stress et c'est surtout ça. Et aujourd'hui, en fait, cette technique permet, donc on entend beaucoup Christophe André parler de cela, mais il y en a plein d'autres aussi, de moins souffrir en fait des événements en se resituant dans l'instant présent. Parce que c'est pas tant les événements qui nous font souffrir, mais plus l'idée qu'on s'en fait, comment on les traite et toutes les émotions qu'on va générer avec des ruminations en pensant au passé ou en se projetant dans l'avenir en permanence. Donc l'idée, c'est de revenir à un niveau émotionnel tout à fait normal et adapté par rapport à une situation en s'en resituant dans l'instant présent. Pourquoi ne pas faire la formation à distance? Je ne sais pas, je ne suis pas la responsable de la formation, mais je lui suggérerais l'idée. Quelle est la fréquence de la formation du gros? C'est 6 modules de janvier à décembre, on va dire septembre, donc c'est une fois par mois. Merci Elodie. Donc 2-3 jours consécutifs par mois de janvier à octobre. Merci Maëva qui doit faire la formation en ce moment. Est-il intéressant de tester cette pratique sur nos enfants afin de les prémunir contre d'éventuels troubles alimentaires futurs et afin de les déconditionner? Oui, tout à fait. C'est encore plus facile avec eux. Hein, quand on travaille en libéral et qu'on a des enfants, le plus gros problème, en fait, c'est les parents. Il faudrait qu'ils n'aient pas de parents, mais ça, c'est pas possible. Donc, le plus gros du travail est à faire avec les parents et avec les enfants. C'est assez magique. En général, ça se passe vraiment très bien et plus facilement. Eux n'ont pas les mêmes résistances que nous. Cette formation est-elle accessible aux particuliers? Il faut être clinicien. Donc, en tant que libéral, oui. Si vous êtes clinicienne, Morgane, sinon, sinon, c'est pas possible. Voilà, je suis désolée. On peut laisser encore... Je dois lire le petit texte, c'est ça? Oui. Ils vont recevoir un lien vers le replay de la conférence et ils recevront dans quelques jours un mail avec le support de la présentation de ce jour. Hein, voilà, je partage le diaporama. Vous l'aurez, il n'y a pas de problème avec ça. Merci à vous. C'est bon? Ok, eh bien écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite également une bonne journée et au plaisir de vous recroiser peut-être à une autre occasion. Oh, une dernière question ou pas? Non. Le groupe a-t-il des liens avec le groupe Équilibre du Canada qui propose cette même approche? Il doit y avoir un petit lien, mais je ne le connais pas. Voilà. Bonne journée à tous.